Faire avoir 50% de 1 million que 100% de 1000 balles. Voilà tout le monde, ici Céline pour la 9e Muse. Alors aujourd'hui on va parler du métier d'éditeur musical. Au-delà du fait de savoir quel est son rôle et en quoi consiste ce métier, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui c'est de t'inviter à réfléchir pour savoir si tu as besoin d'un éditeur musical ou pas. Donc le rôle d'un éditeur musical, grossièrement, c'est d'aider l'œuvre à développer son potentiel artistique et commercial. L'éditeur accompagne en général sur 3 axes. L'aspect artistique, en te faisant participer à des séminaires de création, de composition, mettant en relation avec des interprètes. L'aspect financier, donc ça va être les avances dont on a parlé la dernière fois, ou tout simplement t'aider à acheter du matériel. Tu as certains éditeurs qui travaillent sur un seul aspect et d'autres qui travaillent sur les 3 en même temps. Tout dépend du type d'éditeur avec lequel tu travailles. Le song pitching, donc c'est le placement de texte ou d'instrumental auprès d'un interprète. Le song plugging, ça c'est le placement d'une musique dans une œuvre audiovisuelle, donc c'est ce qu'on appelle la synchronisation, par exemple publicitaire. Allez, on y va! Et pour finir, il y a l'exploitation graphique, donc c'est tout ce qui va toucher à la partition ou à la monétisation de paroles. Ce sont 3 types d'exploitation bien différentes, mais leur point commun, il faut posséder les réseaux nécessaires pour pouvoir s'adresser aux bons interlocuteurs. Après, à toi de voir si tu penses avoir le réseau nécessaire ou pas pour ces exploitations-là. Pour être honnête avec toi, de mon point de vue à moi, l'éditeur n'est pas un partenaire indispensable. Le seul partenaire indispensable pour un auteur-compositeur, c'est la SACEM. Parce que sans la SACEM, c'est très difficile de percevoir ses droits d'auteur. Parce que oui, s'inscrire à la SACEM, c'est pas obligatoire. La SACEM n'est pas une institution publique d'ailleurs. Si tu n'as pas vu ma première vidéo sur la SACEM, il faut que tu rectifies tout de suite cette erreur. Le lien est en barre de description. J'espère qu'après avoir vu ma première vidéo sur les rappeurs et la SACEM, t'as pas cru qu'il fallait pas t'inscrire à la SACEM. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est... La SACEM n'est pas parfaite, il y a des choses sur lesquelles elle doit encore travailler, mais elle fait quand même particulièrement bien son travail, et ça c'est aussi important de le dire. Pour t'inscrire à la SACEM, t'as pas besoin d'avoir un éditeur. En tant que compositeur ou auteur, tu peux t'inscrire tout seul. Il suffit juste d'aller sur le site et d'aller voir si tu es éligible et si tu remplis les conditions. Si c'est le cas, honnêtement, fonce, inscris-toi. Si tu payes une seule fois et qu'ensuite tu es adhérent à vie, c'est un investissement qui sera vite rentabilisé. À la SACEM, c'est la première partie. Mais ensuite, il y a la partie la plus relou qui arrive, donc c'est le dépôt des œuvres. Si tu veux que les revenus d'une œuvre puissent être reversés, il faut que l'œuvre soit déposée à la SACEM. Ça veut dire que pour littéralement toutes les œuvres pour lesquelles tu veux pouvoir percevoir du revenu, il faut que tu les déposes à la SACEM. C'est méconnu, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, si tu ne déposes pas ton titre dans les 6 mois d'exploitation, tu perds tous tes droits digitaux sur les plateformes. Je répète à chaque fois parce qu'en fait, idéalement, tu dois déposer tes titres, mais sinon, tout ce que tu génères sur Spotify, Deezer, YouTube, etc., après, tu peux... Bon, normalement, tu dois les avoir dans les 6 mois d'exploitation. Après, tu peux faire encore une réclamation pour être dans les 12 mois, mais passer les 12 mois, tes droits, tu les perds totalement. Bon, c'est un travail qui est fastidieux, c'est vrai, mais il faut que tu saches aussi que la SACEM a mis à jour son application et que désormais, elle a facilité tout ce qui est dépôt en ligne. Donc c'est désormais pensé pour être le plus simple possible. Le dépôt, c'est une étape importante parce qu'une œuvre mal déposée peut être une œuvre pour laquelle tu ne pourras pas percevoir tes revenus. C'est à toi de voir en vérité, si tu es prêt à prendre le temps de bien faire les choses ou si tu préfères tout simplement t'épargner la paperasse. Honnêtement, je comprends. Ce genre de discours, c'était des gens qui avaient en général 100% de pas grand-chose. Partager, c'est pas forcément gagner moins. Moi, quand tu réfléchis à vouloir trop tout garder, à pas vouloir partager, pour moi, c'est une mentalité de personne qui peut pas aller loin en fait. Parce que pour aller loin, tu es obligé de faire des concessions. Il y a des investissements qui valent la peine en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles payer, ça vaut le coup. Et je sais que la plupart des gens n'aiment pas payer et qui veulent garder leur argent. Parfois, on ne sait même pas pourquoi ils veulent le garder. Payer est une bonne chose quand on sait pourquoi on paye. Qu'est-ce que cette personne peut m'apporter aujourd'hui, au stade où je suis, qui me permettra d'avoir plus que ce que je n'ai déjà? Ne regarde pas forcément ce que tu donnes, regarde plutôt ce que tu pourras recevoir. Comme je le disais dans la précédente vidéo sur l'édition musicale, le pacte de préférence, c'est un contrat. De toute façon,
On fera une vidéo complète dessus parce que c'est un contrat qui est très intéressant. En général, les éditeurs proposent une avance quand ils font signer ce type de contrat. Donc ce qui se passe, c'est que très souvent, vu que l'auteur ou le compositeur voit l'avance, il se laisse aveugler par la somme qu'il va toucher tout de suite, sans forcément penser à l'après. Le pacte de préférence, ça engage souvent sur une période de 3 à 5 ans, mais sachant que toutes les œuvres qui sont proposées, quand elles sont acceptées par l'éditeur, vivent l'auteur plus 70 ans. Donc c'est quand même vachement long, en fait. Pour quelqu'un qui ne va rien faire, il y a quand même de quoi pleurer. Sorry. Je ris, mais c'est pas drôle, en fait. Je connais des gens qui ont signé des pactes de préférence avec des personnes qui ne savaient même pas ce que c'était que l'édition musicale. Toi, tu es là, tu donnes des droits exclusifs d'exploitation sur ton œuvre à quelqu'un qui sait même pas ce que ça veut dire d'exploiter une œuvre. C'est effrayant, en fait. C'est effrayant. Et donc, je dis pas ça pour faire peur ou quoi que ce soit, hein, et c'est pas pour dégoûter de travailler avec des éditeurs, parce qu'il y a de très bons éditeurs. Pour moi, un bon éditeur, c'est quelqu'un qui a compris tes attentes, qui a compris là où tu voulais aller avec ta musique, que ce soit au niveau artistique ou au niveau financier, et qui est prêt à mettre tout en œuvre pour t'aider à atteindre ce niveau-là. Il n'y a que toi qui sais en fait si tu en as besoin ou pas. Mon but, c'est pas de te dire prends pas, on réfléchit sur le long terme. Ce que je dis, c'est du bon sens, mais je pense que parfois, il faut le rappeler. Toujours une sorte de travail d'éducation que même les maisons de disques ou bien les éditeurs qui accueillent ces jeunes-là sont obligés de faire un minimum pour pouvoir leur expliquer tous les enjeux. Certains comprennent, d'autres ne comprennent pas. J'espère que je me comporte comme une prof. Et j'espère que tu accepteras mon invitation à réfléchir sur ce que peut t'apporter ou non un éditeur. Avoir un bon éditeur, ça peut changer une vie. Demandez à Jean-Jacques Goldman, il vous dira. Qu'est-ce qu'il a donc changé dans votre vie, cet homme? Il a cru en vous? Il a changé, il a tout changé. J'ai peut-être été trop moralisatrice dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Tu me pardonneras parce que au final, c'est juste de la bienveillance. Si l'édition musicale t'intéresse, je t'invite à me rejoindre sur la9ememuse.com et sur Instagram, la9ememuse. Je te dis à la prochaine et en attendant, tu sais où me trouver.